Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Au Mali, un an après l'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta, l'heure est au bilan. Pour l'opposition, l'espérance a laissé place à la déception sur le plan institutionnel, politique, économique et sécuritaire. L'ancien président burundais Pierre Buyoya, candidat à la présidence de la francophonie au service du continent depuis de nombreuses années, il mise sur son expérience en matière de diplomatie. Puis, ils sont plus d'un demi-million et souffriraient régulièrement de discrimination. Zoom sur les conditions de vie des Pygmées en République démocratique du Congo dans cette édition. Quel premier bilan pour le président Ibrahim Boubacar Keïta, un an après son accession à la tête du Mali? Tchibile Dramé, président du parti Parena et ancien ministre des Affaires étrangères, dresse un portrait sans concession de cette première année de mandat. Pour lui, les espoirs suscités par l'élection sont à la hauteur de la déception. Voyez ce sujet de la rédaction. Il y a tout juste un an, Ibrahim Boubacar Keïta était investi président de la République du Mali, une élection qui avait alors suscité beaucoup d'espoir. Il faut dire que dans son discours d'investiture, le président malien s'était engagé à bâtir un État fort et à rétablir l'intégrité du pays. Mais un an après, la situation sécuritaire reste précaire dans le nord. L'opposition fustige le manque de leadership du gouvernement. Bilan totalement négatif. L'année qui vient de s'achever est une année perdue pour le Mali, une année d'occasion manquée, une année totalement de gâchis. Nous avons eu droit pendant 12 mois à une gouvernance chaotique où l'emprise de la famille du président s'est serrée sur l'État, sur les institutions, sur l'administration, où les marchés publics de gré à gré ont été attribués dans des conditions absolument douteuses et opaques. Autorités maliennes et groupes armés du Nord sont actuellement réunis dans la capitale algérienne pour discuter d'un accord de paix définitif, une étape cruciale pour l'opposition qui dénonce toutefois le retard accusé dans la tenue de ces pourparlers. Il est heureux que ces négociations aient commencé finalement. Elles auraient dû commencer 60 jours après la formation du premier gouvernement du président Ibeka. Malheureusement, à force de tergiversations, d'atermoiements, de propos contradictoires, on a perdu énormément de temps qui a conduit au pourrissement de la situation et à la dégradation de la situation. Aujourd'hui, l'État malien est quasiment absent de la majeure partie du nord du pays. Malgré de nombreux blocages, les négociations d'Alger semblent sur la bonne voie. Pour les observateurs, il est temps pour les belligérants d'entrer dans le vif du sujet, qu'il s'agisse du statut institutionnel du Nord, comme des questions de sécurité ou de développement. Le Nigeria se prépare pour la tenue du scrutin présidentiel de 2015, une tâche qui s'annonce difficile au vu des dysfonctionnements enregistrés lors du recensement des électeurs, mais aussi de la menace terroriste et de la propagation du virus Ebola. Reportage de notre correspondante au Nigeria, Afolake Onyin Loye, commentaire Ipra Radindiaï. Entre menaces terroristes et épidémie du virus Ebola, comment organiser des élections en 2015? Voilà des éléments susceptibles d'affaiblir le processus électoral l'an prochain au Nigeria. À cela s'ajoutent aussi les dysfonctionnements dans les inscriptions et la distribution des cartes d'électeurs et surtout des agents placés sur le terrain à cet effet. Des dysfonctionnements qui justifient aujourd'hui l'appréhension des électeurs. La CENI doit vérifier la compétence des personnes qu'elle recrute. La plupart des agents recrutés par la CENI sont corrompus. Nous aimerions pouvoir porter nos plaintes directement auprès de la CENI et non à ces recrues. La direction n'a aucune idée de ce qui se passe sur le terrain. Nous sommes tous intéressés. Il s'agit d'une nouvelle CENI et nous l'apprécions vraiment. Tous ces efforts correspondent à ce que nous avions demandé. C'est devenu presque une rhétorique, une élection et tout un processus. Nous ne voulons pas juger la CENI pour la manipulation de la logistique le jour des élections de 2015. Celle-ci fait partie du processus et de la crédibilité de l'élection. À la CENI, on ne balaye pas ces inquiétudes du revers de la main. Cependant, elles n'en sont pas vraiment aux yeux de ses membres. Au contraire, les membres de la Commission électorale nationale indépendante promettent la meilleure élection jamais organisée au Nigeria. Leur optimisme se fonde sur les stratégies mises en place, à savoir la consolidation en cours et la mise à jour du registre des électeurs, tout comme la délivrance des cartes électeurs sur le terrain.
Et dans ce climat de méfiance envers l'organe en charge de l'organisation du scrutin, la CENI demande la collaboration de tous afin d'atteindre ses objectifs. Nous croyons beaucoup au partenariat. La CENI ne peut pas tout faire. Nous avons besoin du partenariat avec les partis politiques, la société civile, les médias et toutes les parties prenantes. Nous sommes tous parties prenantes dans le projet, mais aussi dans l'organisation. Nous avons tous un rôle à jouer. Nous devons faire en sorte que les citoyens nigérians bénéficient de ce que nous faisons et des informations que nous avons sur eux. Actuellement, 3 États du Nord sont en état d'urgence du fait de la menace terroriste de Boko Haram. Des élections partielles ont déjà eu lieu dans l'un d'eux et n'a pas connu de sérieuses irrégularités. Ceci conforte la CENI dans son optimisme quant à l'organisation et le bon déroulement des prochaines séances électorales. Au Rwanda, la saison des pluies approche à grands pas, une période redoutée par la population en raison des inondations dues notamment au non-respect des plans d'urbanisation. Pour résoudre cette problématique, les autorités ont mis en œuvre depuis 2012 un nouveau plan directeur pour la ville de Kigali. Les détails dans ce reportage d'Olive Adjakoton, notre correspondant au Rwanda. Atténuer la souffrance des victimes de catastrophes naturelles en leur offrant de nouveaux habitats appropriés, c'est l'un des soucis majeurs des autorités du Rwanda. Chaque année, elles construisent de nombreuses maisons pour relocaliser les personnes vulnérables. Nous sommes ici à Masaka, dans l'un des secteurs du district de Kichukiro, dans la ville de Kigali. Une vingtaine de familles habitant surtout des zones à risque seront bientôt logées dans ces maisons en construction. Un projet qui rentre dans le cadre du programme de réduction de la pauvreté. J'ai tout perdu dans le génocide et après j'étais vulnérable, mais je suis soulagée puisque nos dirigeants se soucient de nous en nous offrant ces nouvelles constructions. Je remercie les autorités pour cette initiative. J'habitais à un endroit inapproprié, mais je suis content de pouvoir vivre désormais dans une nouvelle maison bien équipée. Kigali est une ville presque centenaire. Les normes de construction n'ont pas toujours été respectées dans cette capitale, ce qui occasionne souvent des inondations dans les zones résidentielles lors de la saison des pluies chaque année. Mais les autorités ont mis en œuvre le nouveau plan directeur de la dite ville depuis 2012 pour faire efficacement face à cette problématique. Avec le nouveau master plan comme je te l'ai dit, on est en train de respecter ces lois de construction. Donc d'ici, on n'aura pas de tel cas. Mais quand même des quartiers qui ont été construits avant, on ne va pas démolir, mais on va essayer de faire ce qu'on appelle upgrading des quartiers. Donc ça va aider notre ville à bien se développer. Une quarantaine de familles vulnérables a été déplacée dans des endroits habitables en 2013 par le district de Kichukiro. Des lieux dotés de multiples infrastructures, notamment d'écoles, de centres de santé et de marchés, afin de faire bénéficier à tous les retombées économiques du pays. Qui, pour succéder à Abdou Diouf à la tête de la francophonie, plusieurs candidats sont en lice et parmi eux, l'ancien chef de l'État du Burundi, Pierre Buyoya, est actuel haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, un homme au service du continent depuis plusieurs années. Son portrait avec Ipra Radenjai. L'actuel haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, Pierre Buyoya, artisan de la démocratie dans son pays et initiateur des rapprochements entre Hutus et Tutsis, est un homme d'expérience qui est au service de la paix pour le continent depuis plusieurs années. Un savoir qu'il veut désormais mettre au service de l'Organisation internationale de la francophonie. Mes atouts, c'est mon expérience à la tête de l'État du Burundi pendant 2 mandats, de 87 à 93 et de 96 à 2003. J'ai eu l'occasion de prouver mes capacités. J'ai introduit au Burundi des réformes importantes, l'unité et la réconciliation, la démocratisation, la paix, les accords d'Arusha. Je les revendique comme étant mon héritage. Mais aussi mon expérience est au service de l'Afrique, de la francophonie d'abord. J'ai servi cette organisation pendant une dizaine d'années, de 2004 à 2009, comme médiateur, comme
chef de mission d'observation, de conciliation, d'information. J'ai servi à l'Union africaine comme médiateur dans le conflit Tchad-Soudan, dans le conflit entre les deux Soudans. Pour l'ancien chef de l'État burundais, l'objectif est de poursuivre l'œuvre de ses prédécesseurs s'il est élu à la tête de l'institution. Aujourd'hui, il a une dimension culturelle, linguistique, mais aussi une dimension politique réelle. Et grâce à cette décision des chefs d'État, grâce à l'action des deux secrétaires généraux qu'elle a connus, Boutros-Ghali, le président Abdou Diouf, l'Organisation internationale de la francophonie est devenue une organisation internationale crédible et respectée qui a une valeur ajoutée aux côtés des autres organisations internationales. Mon ambition, c'est d'approfondir cet aspect. L'élection d'un nouveau secrétaire général de la francophonie qui succédera au président Abdou Diouf à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie aura lieu lors du sommet de Dakar à la fin du mois de novembre. Comment mettre fin aux discriminations dont sont victimes les populations pygmées en République démocratique du Congo? Nombreuses sont les associations qui militent afin de permettre à ces peuples de bénéficier de tous les droits. Explication avec Ipra Radindiaï. Les populations autochtones sont-elles en danger? Les communautés autochtones, souvent gardiennes d'un savoir et de connaissances séculaires, sont aujourd'hui menacées dans un monde de plus en plus tourné vers la modernité. En République démocratique du Congo, des associations cherchent à sensibiliser sur la situation des pygmées à travers des marches ou à travers des danses traditionnelles. Objectif, permettre à cette population d'obtenir les mêmes droits à l'éducation et à la liberté que les autres membres de la société. On a dédié cette journée à l'accompagnement de la loi qu'on a déposée à l'Assemblée nationale d'ici le mois de juillet de cette année, mais aussi voir comment communier ensemble avec nos frères et sœurs du Katanga qui se retrouvent dans une situation critique de par leur statut social, le fait qu'ils sont pygmées. Souvent victimes de discrimination, pour les associations, l'État doit mettre en place des politiques égalitaires pour donner la chance à chaque citoyen. L'État congolais a cette obligation de protéger les groupes vulnérables. Et dans les groupes vulnérables, nous voyons aujourd'hui les handicapés, on voit les femmes, on voit les enfants, bientôt les albinos. Mais dans ces groupes, nous trouvons aussi les peuples autochtones pygmées qui sont mis à l'écart, qui sont discriminés, qui ne sont pas considérés dans notre pays et qui ne sont même pas impliqués dans la politique nationale de notre pays, dans les cadres, que ce soit dans le cadre de la cohésion, dans les cadres de la gestion de la chose publique, mais aussi dans les cadres de l'implication au niveau des services sociaux de base. J'ai créé cette association parce que nous, les peuples autochtones, nous sommes marginalisés et nous sommes mis à l'écart. Le gouvernement ne nous prend pas en charge. Aujourd'hui, quand je vais dans mon village, ça me fait de la peine lorsque je vois mes parents. Ils souffrent. Moi, je suis dans le centre-ville. Je suis relativement bien, mais ceux qui sont restés à la campagne, quel sera leur avenir ? La population de pygmées en République démocratique du Congo est estimée par le gouvernement à 600 000 personnes contre environ 2 millions selon la société civile. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.